Bonjour, je vous propose une vidéo sur un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui porte sur une partie du texte qui s'intitule, après les articles, le contrat social entre l'homme et la femme, puisqu'on a un texte qui est assez disparate et qui est un petit peu un collage de différents types de textes avec différentes adresses. Donc, cet extrait, l'extrait va étudier, est extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, texte écrit en 1791 par Olympe de Gouges, qui réécrit de manière parodique les articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un extrait du Postambule qui développe un thème plusieurs fois abordé dans l'œuvre, à savoir la protection des femmes et des enfants illégitimes, hein. On se souvient que Olympe de Gouges défend l'idée qu'elle est également fille illégitime d'un noble, et tout cela grâce à un contrat de mariage qui rendrait les hommes responsables du fruit de leurs adultères. Dans le passage étudié, Olympe de Gouges, après avoir énoncé dans une forme qui imite le style juridique sa vision du contrat de mariage, donc ça c'est ce qui précède l'extrait qu'on va étudier, donc il y a une liberté de séparation et une obligation à l'égard des enfants, y compris légitimes, et elle répond ici aux potentiels détracteurs de ce combat, de ce contrat, pardon. Donc je vous rappelle que vous lisez le texte, l'examinateur vous arrêtera au bout de 20 lignes, mais normalement les instructions sont qu'on doit vous laisser lire 20 lignes. Je ne le lis pas ici, je vais lire en petits passages en unité de sens, mais vous devez lire en entier et pas relire après. Donc, pour le mouvement et la problématique, afin de répondre à ces détracteurs, Olympe de Gouges commence par apporter des arguments à sa proposition de contrat social, en abordant d'abord le cas des femmes mariées et de l'adultère, puis, ça c'est dans le deuxième paragraphe, celui des femmes non mariées, les veuves et demoiselles qui sont susceptibles d'être trompées par de fausses promesses, et enfin, elle en arrive aux prostituées. Et en conclusion, elle s'efforce de montrer que la moralité et l'égalité des sexes sont liées. Ma problématique sera donc comment Olympe de Gouges répond-elle aux objections qu'on pourrait lui faire sur le contrat de mariage ou de concubinage, qu'elle vient d'établir et qui prône à la fois la possibilité de divorcer et place l'homme et la femme à égalité dans le couple. Donc, dans ma première unité de sens, qui va jusqu'à la preuve physique, l'auteur répond aux détracteurs potentiels de sa proposition. Voilà à peu près la formule de l'acte conjugal dont je propose l'exécution. À la lecture de ce bizarre écrit, je vois s'élever contre moi les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Mais combien il offrira aux sages de moyens moraux pour arriver à la perfectibilité d'un gouvernement heureux? J'en vais donner en peu de mots la preuve physique. Donc on a une tonalité polémique qui est là évidemment pour défendre son contrat, mais aussi attaquer ses potentiels adversaires. Le passage commence par une formule conclusive avec le présentatif voilà, qui reconnaît l'incongruité, le caractère inédit, un peu bizarre de cette proposition, avec le terme bizarre écrit. Et donc Olympe de Gouges répond à ses détracteurs qu'elle attaque violemment, d'où la tonalité polémique, grâce à des substantifs très péjoratifs, les tartuffes, les bégueules, le clergé et toute la séquelle infernale. Donc ce qui est souligné ici, c'est évidemment l'hypocrisie avec le terme tartuffe. Et on voit, on comprend assez clairement que finalement les détracteurs appartiennent à l'Église. On a le clergé et la tournure du coup séquelle infernale est assez ironique, puisque infernal désigne l'enfer, donc le diable contre lequel l'Église est censée se battre. La conjonction de coordination mais qui suit permet d'opposer à ces tartuffes les vrais défenseurs de la morale, les vrais sages, et cela montre également le but de l'auteur, le gouvernement heureux. Ce n'est pas parce qu'on a un contrat social qui va à l'encontre des mœurs habituelles que pour autant on prône le désordre. Olympe de Gouges défend l'ordre et non une permissivité des mœurs. La dernière phrase annonce la démonstration de sa thèse avec la preuve physique, c'est-à-dire qu'elle va démontrer, en prenant des faits réels, ce sont des arguments euh, d'expérience qui s'appuient sur la réalité, qui vont lui permettre de défendre son contrat.
Donc, dans l'unité qui suit, qui va jusqu'à Gémie la nature, Olympe de Gouges appuie sa démonstration sur un fait de société réel et répandu, celui, pardon, des riches qui se permettent des relations adultères sans en assumer les conséquences. Le riche épicurien sans enfant trouve fort bon d'aller chez son voisin pauvre augmenter sa famille. Lorsqu'il y aura une loi qui autorisera la femme du pauvre à faire adopter au riche ses enfants, les liens de la société seront plus resserrés et les mœurs plus épurées. Cette loi conservera peut-être le bien de la communauté et retiendra le désordre qui conduit tant de victimes dans les hospices de l'opprobre, de la bassesse et de la dégénération des principes humains, où depuis longtemps gémit la nature. Vous voyez le style un peu emphatique, on pourrait même faire une petite critique, dire que c'est carrément ampoulé, hein. Voilà, on a une fin de phrase, ce qu'on appelle une apodose en rhétorique très longue, très solennelle. Donc la première phrase critique avec ironie l'absence de morale et de responsabilité des riches. Pourquoi ironie? Parce que l'auteur emploie des termes positifs quoi, avec trouve fort bon, aller augmenter, pour désigner finalement une réalité moralement condamnable, hein, savoir que le riche va mettre enceinte la femme du pauvre et donc en parlant d'enrichissement avec le terme d'augmenter, hein, évidemment tout cela est ironique parce que le riche n'enrichit pas son voisin pauvre. Vous avez évidemment l'antithèse riche voisin pauvre. La proposition circonstancielle de temps, qui commence par lorsque, est suivie d'une principale, toutes les deux sont au futur. Elles présentent comme étant assurées les conséquences positives de la loi proposée par Olympe de Gouges. C'est souvent le cas, hein, Olympe de Gouges utilise des futurs, hein, de l'indicatif, comme si elle était très optimiste finalement sur les conséquences positives et elle ne doutait pas des conséquences positives de ses propositions. Donc, cette loi, hein, je le rappelle, oblige les pères à reconnaître leurs enfants, même s'ils sont nés hors mariage. Et donc, la conséquence positive, ce serait un effet dissuasif sur l'adultère, puisque si on est obligé de reconnaître ses enfants, on va peut-être y réfléchir à deux fois avant d'aller commettre l'adultère. Il y aura donc un effet moral positif, comme le montrent les comparatifs, plus resserrés, plus épurés. Le but visé est donc l'intérêt collectif, hein, avec le terme le bien de la communauté en plus de l'intérêt de chaque individu et notamment des enfants illégitimes qui sont condamnés à l'hospice. Et on voit que la fin de la phrase a une tonalité beaucoup plus pathétique euh, pour sensibiliser le lectorat aux conditions absolument effroyables des enfants non reconnus et éventuellement abandonnés. Donc on le voit avec le vocabulaire moral et péjoratif, l'emphase, la tonalité pathétique qui met en valeur les conséquences de cet adultère pour les victimes, avec le terme opprobre, bassesse, dégénération, vous voyez, et puis le terme génie, toujours la nature qui revient comme comment dire, une valeur morale des Lumières. Euh, Voici ensuite la phrase conclusive qui s'adresse à nouveau à ses détracteurs. Que les détracteurs de la saine philosophie cessent donc de se récrier contre les mœurs primitives ou qu'ils aillent se perdre dans la source de leur citation. On a donc une injonction au subjonctif d'ordre, hein, que les détracteurs cessent, hein, un verbe précédé de que, c'est un subjonctif. Et ici, dans une phrase indépendante, ça indique un ordre. Et tout cela est adressé aux hommes d'Église, des hommes d'Église qui s'indignent justement de la légitimation d'enfants nés hors mariage. Et ce qui est rappelé par Olympe de Gouges, c'est un événement de la Bible, celui où Abraham lui-même a eu des enfants légitimes avec une autre femme que son épouse, Sarah, puisque celle-ci était stérile et qu'elle a permis à Abraham d'avoir un enfant avec Agar afin qu'il puisse avoir une descendance, hein. Donc, on met les hommes d'Église devant leurs contradictions si ils condamnent la possibilité de reconnaître les enfants en mariage. Et l'alternative, ou qu'ils aillent se perdre, résonne un peu comme une formule de malédiction voilée, hein, contre ces hommes. Donc c'est très polémique. L'auteur, dans l'unité de sens suivante, que je fais aller de Je voudrais encore une loi jusqu'à si la preuve en était faite, elle ajoute une autre volonté de sa part, celle de protéger les femmes contre les séducteurs sans loi, les femmes non mariées, cette fois qu'elles soient veuves ou demoiselles.
Je voudrais encore une loi qui avantageât les veuves et les demoiselles trompées par les fausses promesses d'un homme à qui elles se seraient attachées. Je voudrais, dis-je, que cette loi forçât un inconstant à tenir ses engagements ou à une indemnité proportionnelle à sa fortune. Je voudrais encore que cette loi fût rigoureuse contre les femmes, du moins pour celles qui auraient le front de recourir à une loi qu'elles auraient elles-mêmes enfreinte par leur inconduite si la preuve en était faite. Donc, cette formulation de vœux se fait à nouveau de façon très rhétorique, hein, et aussi avec le recours au vocabulaire juridique. On est dans un contrat. L'anaphore du verbe vouloir à la première personne du conditionnel présent trois fois, je voudrais, plus l'incise dis-je, sont des figures d'insistance qui soulignent que cette nouvelle proposition de loi, nouvelle puisqu'on a l'adverbe encore, lui tient particulièrement à cœur. Le vocabulaire de la tromperie souligne les méfaits provoqués par ces hommes, ces trompeurs, hein, qui font des fausses promesses de mariage contre des avantages physiques en nature. Donc vous avez trompé, fausses promesses, inconstant. Mais la loi doit être la même pour tous, hein. On le voit notamment dans les articles 8 et 9. L'égalité doit s'appliquer dans tous les domaines. Et donc, au Olympe de Gouges, j'ajoute une disposition en cas d'accusation diffamatoire de la part d'une femme. Et on voit qu'elle recourt au vocabulaire juridique pour donner du crédit, du poids à sa démonstration. Dans l'unité de sens qui suit, avec la nouvelle anaphore, je voudrais, on a la prise en compte d'un autre groupe de femmes, les prostituées. Je voudrais en même temps, comme je l'ai exposé dans Le bonheur primitif de l'homme en 1788, que les filles publiques fussent placées dans des quartiers désignés. Ce ne sont pas les femmes publiques qui contribuent le plus à la dépravation des mœurs, ce sont les femmes de la société. En restaurant les dernières, on modifie les premières. Cette chaîne d'union fraternelle offrira d'abord le désordre, mais par la suite, elle produira à la fin un ensemble parfait. Donc, on a une prise de position morale à destination des filles publiques, c'est-à-dire les prostituées, qui va à rebours des idées reçues, hein. Les prostituées sont toujours condamnées. Donc, elle va proposer quelque chose qui protège ces prostituées et qui reprend une proposition faite dans un ouvrage précédent qui s'appuie notamment, c'est le bonheur primitif, c'est-à-dire qu'on a un aspect très rousseauiste qui veut que il y aurait un état primitif avant l'arrivée de la civilisation, dans lesquels les hommes vivent à la fois en bonne harmonie avec la nature, mais aussi entre eux. Et dans cet état, eh bien, finalement, le mariage, le fait de rester ensemble jusqu'à la fin de sa vie n'a pas forcément de sens, hein. C'est aussi une idée qui est développée par Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville. Donc, de façon paradoxale, Olympe de Gouges considère que la corruption morale de la société découle plus des femmes de la société, c'est-à-dire les aristocrates, que des prostituées. Et on peut évidemment voir qu'elle reprend des arguments qu'elle a développés plus tôt dans le Postambule, hein, où elle a rappelé le pouvoir occulte caché des femmes aristocrates qui manipulaient les hommes en usant de leur pouvoir de séduction. Et on trouve encore une fois énormément de vocabulaire qui ressort de la morale, avec les termes par exemple dépravation des mœurs et en restaurant, restauration des mœurs, qui est un peu une antithèse par rapport à dépravation. Olympe de Gouges en appelle finalement à la solidarité féminine avec l'expression cette chaîne d'union fraternelle, on parlerait aujourd'hui de sororité, pour peu à peu établir un ordre nouveau et elle reconnaît néanmoins que tout changement engendre finalement dans un premier temps un désordre qui se rétablira par la suite et l'emploi du futur, encore une fois, montre que l'auteur envisage ces hypothèses comme réellement réalisables. Dans le passage, dans l'unité de sens suivant, qui va de J'offre un moyen invincible à Par la sagesse des lois, Olympe de Gouges poursuit ses propositions concernant l'éducation morale des femmes. J'offre un moyen invincible pour élever l'âme des femmes, c'est de les joindre à tous les exercices de l'homme. Si l'homme s'obstine à trouver ce moyen impraticable, qu'il partage sa fortune avec la femme, non à son caprice, mais par la sagesse des lois. Donc, on voit qu'on a une sorte de conclusion pour cette argumentation. Olympe de Gouges, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'elle relie la revendication d'égalité à la question morale, hein, à rebours comment dire, des protestations qu'elle peut recevoir de la part des femmes. On a une affirmation très péremptoire avec le présent j'offre et l'hyperbole un moyen invincible qui balaie en fait toute contestation d'avance.
Olympe de Gouges continue de se placer du côté des préoccupations morales. On le voit bien, il ne s'agit pas de proposer, enfin on est aussi au XVIIIe, il ne faut pas oublier que c'est le siècle du libertinage, libertinage qui est d'abord une forme de liberté qu'on prend par rapport à la religion et ensuite par rapport aux mœurs sexuelles notamment. Donc ça n'est pas le but de Olympe de Gouges, hein. Il y a bien toujours un but moral avec ce terme élever l'âme des femmes. Et c'est important, évidemment, pour répondre à ces détracteurs dont on a compris qu'il s'agissait des hommes d'Église. Et pour Olympe de Gouges, l'égalité entre les hommes et les femmes, donc égalité doit porter sur tous les domaines, hein, les joindre à tous les exercices de l'homme, devient le moyen de rendre les femmes plus morales. Alors on peut le comprendre dans le sens que quand la femme n'a pas de pouvoir, eh bien, elle va essayer de manipuler et d'utiliser des moyens qui ne sont pas moraux, justement. Mais si elle n'a plus besoin de manipuler, si elle peut exercer son pouvoir à égalité avec les hommes, elle pourra du coup respecter la morale. Donc c'est un argument majeur en faveur de l'égalité. La proposition circonstancielle de conditions envisage encore une fois la résistance des hommes, hein, cette résistance, si elle ne peut être vaincue par la raison, peut être contrainte par la loi. C'est finalement la loi qui va permettre de faire évoluer les mentalités si les hommes résistent à cette évolution de la loi en faveur de l'égalité homme-femme. On a une formule conclusive de l'argumentation en faveur de ce contrat. Le préjugé tombe, les mœurs s'épurent et la nature reprend tous ses droits. Ajoutez-y le mariage des prêtres, le roi raffermi sur son trône et le gouvernement français ne saurait plus périr. Donc c'est la fin de mon extrait. La formule est très solennelle avec un rythme ternaire et une apothéose plus développée que la protase qui donne évidemment un ton très rhétorique. Alors si je reviens, euh, le préjugé tombe, les mœurs s'épurent et la nature reprend tous ses droits. Donc vous voyez que vous avez trois propositions, donc un rythme ternaire. Et vous voyez que la troisième est plus longue, donc l'apodose est plus longue que la protase. Et ça donne une forme de solennité, de rythme très sérieux, hein, à tout cela. On voit ensuite qu'on a et en plus, on a effectivement le présent de vérité générale qui rend cette affirmation encore plus frappante. Donc, les conséquences de cette proposition de loi sont donc la fin des préjugés par la victoire de la raison ou de la loi, une amélioration des mœurs et une société qui devient conforme au modèle de la nature dont on rappelle que c'est une valeur pour les Lumières. L'auteur conclut avec deux autres propositions, ajoutez-y donc, pour le mariage des prêtres qui peut paraître tout aussi révolutionnaire et le maintien de la monarchie afin de restaurer un ordre politique stable. Donc Olympe de Gouges ne défend pas l'idée de la fin de la monarchie, mais défend l'idée d'une monarchie constitutionnelle. En conclusion, Olympe de Gouges répond à ses détracteurs qui pourraient s'opposer à ses propositions sur le mariage ou le concubinage, hein, ce serait plus évidemment un contrat tel qu'on le connaît avant, avec cette possibilité de divorcer, l'obligation de reconnaître tous les enfants, y compris ceux nés hors mariage. Et donc, elle répond à ses détracteurs en insistant sur l'intérêt de ces lois sur la société et l'ordre moral. On n'est pas du tout dans une argumentation libertine. On peut voir que c'est au nom de l'intérêt collectif et de l'ordre public que l'âme de gauche défend des propositions en faveur des femmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce texte, hein, et la façon dont Olympe de Gouges argumente pour convaincre ses détracteurs.